Grand angle consacré au bio. Manger bio, c'est très tendance en Occident, mais nous sommes beaucoup à nous poser des questions sur ce fameux label. On en parle avec Frédéric Danhé. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes spécialiste des questions environnementales. On peut vous entendre sur France Inter, puisque vous collaborez régulièrement à CO2 Mon Amour. Votre nouveau livre a pour titre Le bio au risque de se perdre, édition Buchet-Chastel. Alors on va commencer par une question un peu basique peut-être, parce que c'est pas évident pour tout le monde. Le bio, c'est quoi au juste? Un aliment bio, c'est quoi? Comment est-ce que vous le définiriez? Alors, il y a la définition officielle. Un aliment bio, c'est un aliment qui, dans le cahier des charges, préserve la nature, mais c'est assez flou. Et surtout, sa croissance n'a pas exigé l'ajout de ce qu'on appelle les intrants chimiques, c'est-à-dire des pesticides, des herbicides et des engrais. Et donc, en fait, on résume ça intuitivement à ça. Ce qui est bio, c'est ce qui n'est pas entaché, pollué, contaminé par un élément chimique. Mais ça devrait être bien plus que ça, le bio. Alors on le savait, mais ce week-end, une étude est venue nous le rappeler. Les produits transformés provoquent des maladies, notamment le cancer du sein chez la femme. Exemple, les produits bio transformés sont-ils eux aussi inclus dans cette étude? Évidemment. Évidemment, le problème des produits transformés, c'est que parce qu'ils sont transformés, ils ont perdu toutes leurs vertus organoleptiques et nutritives. C'est parce qu'on leur a rajouté des additifs, de la graisse, du sucre, du sel, qu'un produit... Un plat surgelé bio ou non bio, pour le coup, là, il encourt le même risque. C'est exactement la même chose. Ça n'a aucun intérêt d'acheter un produit transformé bio sous prétexte qu'il est bio. Ça reste un produit transformé, c'est-à-dire pas terrible. En tout cas, c'est un sacré marché. Il s'est imposé, le bio. Il cesse de se développer, plus 20% par an depuis 5 ans. En France, en tout cas, malgré des prix, on le rappelle, jusqu'à un tiers supérieur à la moyenne. Ouais. Alors ça aussi, en général, on se demande est-ce que c'est plus cher ou pas. Ceux qui défendent le bio disent c'est pas forcément plus cher. D'autres, si. Si, ça reste plus cher. Moi, je fais mes courses au marché, même au marché, alors qu'il y a un hall, un gis qui est dévolu au bio, les produits restent plus chers. C'est 10 à 20% de plus. Sur la viande, on est facilement à 40-50% de plus. Par contre, contrairement à ce qu'on pense, et ce qu'a démontré UFC Que Choisir récemment, c'est qu'on ne paye pas moins cher le bio en supermarché, on le paye même plus cher que dans les grandes surfaces spécialisées ou que sur le marché, parce que la marge que se prennent les grands distributeurs, Leclerc, Super U, Intermarché, etc., est 2 fois supérieure en moyenne à la marge qu'ils se prennent sur les produits conventionnels. Donc, quitte à acheter bio, autant aller dans les petites enseignes ou sur le marché. Alors, si c'est plus cher, alors que tout un chacun veut faire des économies, pourquoi les gens se ruent sur le bio? Parce que le bio rassure, justement, parce qu'on a un peu trop souvent associé, un peu trop fortement associé le bio à la santé. Vous allez manger bio, vous serez en meilleure santé, parce que le bio est exempt de toute trace, autant que faire se peut, de pesticides, d'engrais et autres cochonneries chimiques. Donc les gens, la peur du cancer fait qu'on recherche des produits qui ne sont pas associés de près de loin au cancer. Ouais. C'est un peu fantasmatique et voire fantasmagorique. Donc on se rue sur le bio parce qu'on doute de tout. Tout est entaché, sauf le bio. Donc on achète du bio, mais pour des mauvaises raisons finalement. Alors au cœur de votre livre, donc qu'est-ce que vraiment le bio? Eh bien le bio, quand on vous lit, c'est pas la carotte bio vendue sous film alimentaire par peur des contaminations, ni l'aubergine bio d'Espagne qui pousse sous serre en hiver. Alors là, par exemple, moi je l'apprends. Pour moi, le bio, ça pouvait pas pousser sous serre. Eh bien si, les aubergines... On peut pousser sous serre dès lors que ça pousse dans un sol. On peut faire pousser du bio sous serre. Le problème, si vous voulez, le bio en soi, un fruit et un légume bio, par essence, sont plus riches qu'un fruit ou un légume conventionnel. Mais si vous ne les cueillez pas à maturité, toutes les propriétés qu'il y a dans ce légume bio disparaissent. Donc, nutritives notamment. Toutes ces propriétés nutritives. Pourquoi? Parce que dès lors que vous les cueillez trop tôt, que vous les transportez sur une trop longue distance, toutes ces propriétés disparaissent. Donc un produit bio que vous avez acheté en Espagne, qui a été poussé sous serre, qui ensuite a été transporté jusqu'à votre supermarché, il a été cueilli forcément très tôt pour pouvoir arriver à peu près à maturité dans votre magasin. Et entre-temps, il a perdu toutes ses propriétés organoleptiques. Et en plus, sur place, dans la serre, dans la serre, on n'est pas tout à fait dans le sol. Il a été cueilli, on le sait très bien, par des quasi-esclaves marocains, par des gens qui sont surexploités. Et c'est pas ça le bio. Alors justement, si un produit respecte quasiment la charge en matière bio, d'un point de vue organique, si pour vous les ouvriers sont exploités, vous dites ce n'est plus un produit bio. En tout cas, il n'est pas éthique. Non, il n'est pas éthique. La philosophie de la bio, c'est que le produit a respecté celui qui l'a produit, va respecter celui qui va le consommer, et entre-temps a respecté les sols, la biodiversité, la flotte, etc., etc. Et donc, philosophiquement, c'est inconcevable d'acheter un produit bio et un produit
dont le coût social est exorbitant. Voilà, c'est pas ça la bio. C'est pas ça, mais aujourd'hui, qu'en est-il? Est-ce que le bio respecte plus le sol, les sols, et plus les conditions de travail des ouvriers? En France, oui. En France, globalement, oui. Dans le nord de l'Italie, oui. En Allemagne, en Europe du Nord, globalement, oui. Mais dès lors que vous achetez un produit importé de très très loin, notamment de Chine ou d'Ukraine, vous pouvez avoir un sérieux doute. Est-ce qu'un produit peut être bio quand il a poussé sur un champ de céréales long de 40 km en Ukraine ou en Roumanie? C'est impossible. Est-ce qu'un produit est bio? Est-ce qu'une tomate, par exemple, qui pousse au sud de l'Italie, qui est cueillie par des immigrés clandestins, qui sont tenus par la mafia enfermés chaque soir, quasiment dans des camps, est un produit bio? Non. En France, globalement, les pays d'Europe du Nord, globalement, le bio respecte sa philosophie, la bio. Sud de l'Europe et à l'extérieur de la France, à l'extérieur de l'Europe, c'est un peu plus compliqué. Tiens, au fait, vous avez parlé de tomates. Souvent, on entend dire des gens dans les grandes villes, la tomate n'a même plus le goût de tomate. Oui, est-ce que le bio garantit le goût? Est-ce que c'est bon, le bio? Oui. Oui, mais c'est bon parce que c'est bio ou c'est bon parce que ça a été cueilli à maturité? C'est difficile de faire la part des choses. Mais en théorie, un produit bio que vous avez acheté à un producteur qui est à 50 km de chez vous, il aura forcément été cueilli la veille ou le matin même. Donc forcément, il aura des propriétés, ne serait-ce qu'en bouche, supérieures à tout autre produit. Par essence, un produit bio, il ne peut pas avoir été transporté sur 150 km. Par essence, un produit, il ne peut pas avoir été stocké pendant 3 semaines dans un frigo de supermarché. C'est pas possible parce qu'il n'a plus de vertu, il n'a plus de goût en bouche. Et pour en revenir à la tomate, si la tomate n'a pas de goût, c'est parce que la tomate, c'est le produit d'appel. C'est parce que la tomate... la grande distribution a besoin qu'elle soit transportée sur de longues distances, a besoin que cette tomate soit stockée pendant 3 à 4 semaines en frigo. Et donc l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, a concocté pour la grande distribution une tomate avec une peau très dure qui l'empêche d'être écrasée et qui lui permet, parce que cette peau est très dure, de soutenir un refroidissement pendant 3 semaines. Mais ça, c'est au détriment du goût. Génétiquement, ça s'est fait au détriment des gènes qui fixent et qui donnent le goût à la tomate. Alors, c'est un livre contre les semeurs de doute et ils sont parfois pas là où on les attend. Il y a les semeurs de doute, ce sont qui disent de toute façon bio c'est pas forcément mieux. Mais il n'y a pas que, il suffit d'aller sur votre compte Twitter et sur les réseaux sociaux pour voir que c'est un débat très passionné, très passionnel et parfois très vif. Et il y a des radicaux aussi s'agissant du bio. Vous avez tout un chapitre qui s'appelle les régimes sans et là vous fustigez les régimes sans gluten. Premier exemple, pourquoi c'est pas bon? Pourquoi c'est pas bon? Parce que dès lors que vous débarrassez les céréales du gluten, vous êtes obligé de remplacer le gluten par quelque chose. Donc souvent, c'est l'huile de palme. Quand vous regardez la composition... La poudre de riz aussi. Alors la ça, poudre quand de on riz, regarde, on est... Ouais. Non, mais c'est affolant. Quand vous regardez un produit sans gluten, sans lactose, les pires, c'est les produits véganes. C'est forcément des produits transformés. Il n'y a que l'industrie qui peut vous permettre de manger sans quelque chose. La nature ne peut pas le faire. Donc quand vous débarrassez un produit de quelque chose, vous remplacez ce quelque chose par autre chose et vous tombez dans un produit industriel. Moi, j'invite les gens qui s'estiment devoir manger sans gluten ou sans lactose de bien regarder la composition. C'est effrayant. Manger sans, c'est la meilleure façon de flinguer le bio, de flinguer une agriculture de qualité. Je ne dis pas qu'il y a des gens qui ne doivent pas manger sans. Il y a quand même beaucoup il y a des prescriptions médicales, bien entendu, on imagine, c'est plutôt rare. C'est pas 5%. C'est pas la majorité. Non. Justement, sur les raisons, les véganes qui nous regardent vont dire oui, mais nous, on mange pas de viande, on respecte l'environnement, on respecte les animaux et en même temps, du coup, on se porte pas plus mal. Vous avez une réponse à cela. Vous parlez de la chaîne alimentaire notamment. Mais oui, alors déjà, il peut pas y avoir d'agriculture sans fumier. C'est impossible. Donc si on veut du fumier, faut élever. Il peut pas y avoir de bio sans élevage parce que le bio, fondamentalement, c'est la polyculture élevage. Et puis de toute façon, nous-mêmes, nous sommes des omnivores, nous faisons partie d'une chaîne alimentaire et nous avons besoin de toute façon d'avoir des protéines animales à un moment ou à un autre de notre vie. C'est pas qu'il faut en manger tous les jours, on peut en manger rarement, mais il faut en manger un peu et les enfants ont tous besoin de vitamine B12 qu'on ne trouve que dans les protéines animales. Donc le véganisme, c'est devenu quasiment un mouvement politique, c'est un mouvement extrémiste. Pour moi, c'est les idiots utiles d'un système industriel. Parce que pour répondre au canon du véganisme, il faut obligatoirement passer par un process industriel absolu qui vise non pas à manger des aliments, mais à manger des molécules assemblées. On ne peut pas dire que ce soit bio, on ne peut pas dire que ce soit une façon de nous renaturer avec le monde qui nous entoure dès lors qu'on a quitté une ville. Non, il y a des véganes qui ne touchent pas à ces produits, non? C'est impossible. Aux produits industriels. On peut manger des fruits et des légumes. Ah bah oui, on peut ne manger que ça, mais on ne peut pas manger
Non, non, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. C'est pas possible pour un équilibre alimentaire et nutritionnel. Alors que faire aujourd'hui? Quels conseils donneriez-vous à celles et ceux qui nous regardent? Dans la première partie, on parlait tout à l'heure avec Benoît Peters justement de ce qu'il cuisinait lui. Il disait moi j'achète des produits du terroir. Alors vous justement, comment faites-vous par exemple? Si on prend votre exemple, vous mangez bio bien sûr, on imagine? Pas entièrement, ça dépend du prix, ça dépend ce qu'on a. J'achète pas en ce moment une courgette parce que c'est pas de saison et en plus elles viennent d'Espagne. Vous mangez les produits de saison déjà, ça c'est la base? C'est les produits de saison, 2 c'est les produits frais. Donc 1 les produits frais, 2 des produits de saison. C'est un écosystème le bio. Le bio c'est la cerise sur le gâteau. Et le gâteau c'est un régime alimentaire, c'est une culture alimentaire. Donc on commence par faire à bouffer soi-même à partir de produits frais, si possible de saison. Et puis progressivement, on en arrive à se poser les bonnes questions et à s'intéresser aux produits sourcés. Mais sourcés, ça peut être simplement le producteur du marché qu'on connaît. Et parce qu'on le connaît, il va faire gaffe. Ensuite, c'est des produits labellisés. Ça peut être Label Rouge, AOC, IGP. Et le nec plus ultra, c'est le bio, on va dire, français. Et moi, j'aspire à ce qu'il y ait un autre label qui réunisse tout ça dans un label conforme à la philosophie que j'ai développée tout à l'heure. Un produit qui n'abîme rien. C'est pas pour autant qu'on peut pas bouffer une cochonnerie de temps en temps. Attention, j'ai 3 enfants. Alors, le vin aussi, on en parle beaucoup en ce moment au niveau des pesticides. Boisson à consommer avec modération, il va sans dire. Est-ce qu'il y a plus de pesticides aujourd'hui dans les vins qu'il y a 40 ans? Non. Non, il y a un vrai changement. Dans le monde du vin, c'est le monde le plus conservateur et réactionnaire qu'on imagine, et c'est un des mondes qui change le plus. Le monde agricole en général, mais le monde du vin, la revue des vins de France, qui il y a 10 ans fustigeait le bio, aujourd'hui ne parle quasiment plus que du bio et des vins biodynamiques. Alors, c'est ça une, ouais. Ils en font leur une. Non, le vin, les taux de pesticides ont baissé, il y en a beaucoup trop encore. Même s'il ne faut quand même pas exagérer, ça reste des éléments traces. Il faudra quand même boire beaucoup de vin pour être affecté. Un vin bio n'en a pas de pesticides. Un vin bio n'a pas de pesticides, mais globalement, il faut raison garder. C'est un principe de plaisir. Vous me parlez, est-ce que je mange bio? Non, d'abord, je mange. Je mange et bouffer, c'est un acte. C'est pas un label, ouais. C'est un plaisir. C'est un plaisir, puis c'est un plaisir qu'on donne aux autres. C'est comme manger un animal. Ouais. L'animal doit être tué, mais à tout le moins qu'on le mange correctement pour respecter sa mort et qu'on le mange en groupe. Voilà. Alors quand vous êtes végane, vous mangez dans votre coin des produits transformés. C'est comme le vin. Vous allez faire réagir. Alors ça, les véganes, j'en peux plus. Mais c'est comme boire du vin avec modération. C'est un acte social. Manger est un acte social. C'est pas et en soi, c'est un acte. C'est pas juste un acte de consommation. Non, pas du tout. C'est un acte social. Dans tous les sens du terme, et c'est devenu aujourd'hui un acte politique. Quand on mange bio, qu'on respecte les canons de la bio, mine de rien, c'est un message qu'on envoie à la société et qu'envoie mon préfacier Perico Légas quand il dit manger c'est voter, il a parfaitement raison. Manger c'est voter, le bio au risque de se perdre. Merci d'avoir été avec nous à quelques jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture. Merci beaucoup.